Ça n'a pas pu vous échapper si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière sur Kuzco, que Kronk était un personnage que j'apprécie. Kronk, c'est sans doute le perso que je cite le plus au quotidien. Il y a toujours un petit Kronk qui se balade dans ma tête, mais il est pour moi l'âme du film. Je pense honnêtement que si on fait le même film avec un personnage plus fat que Kronk à sa place, ça se casse la figure. Kronk est juste l'un des meilleurs personnages de l'histoire de Disney. Oui, je pense que c'est assez clair. Et j'ai sûrement pas été le seul, puisqu'après que le film est cartonné en vidéo, Disney décide de produire une suite DTV centrée sur le personnage Kuzco 2, King Kronk. Alors en soi, c'est une super nouvelle. Triple dose de Kronk, un Kuzco quasiment absent. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? Eh ben, comment vous dire? Je ne comprends pas. Sur papier, je devrais adorer. Il reprend des codes du film d'origine en les détournant. Kuzco, pire perso du premier, ne fait que de rares apparitions. Et on a droit à 1h20 ou presque avec Kronk. Vraiment, ça devrait être génial. Et non, c'est pas bien. Et aujourd'hui, avec vous, je vais essayer de comprendre pourquoi ce qui était génial dans le 1 ne fonctionne pas du tout ici. C'est pas logique. Mais avant qu'on passe rapidement en revue le film, oublie pas de t'abonner pour qu'on aille chercher les 10 000 au plus vite. Pense à booster et liker, la dernière vidéo est arrivée genre 23ème des boosts. On va essayer de faire encore mieux avec celle-ci. Et si tu veux me soutenir encore plus, il y a un Tipeee en description, on se retrouve là-bas. Ok donc, le film commence et... Et alors juste pour rire, on va faire comme dans la première vidéo et oublier tout le côté méta. Attention, l'histoire de Kuzco 2 King Kronk, c'est ça. C'est Kronk qui a une super vie. Tout le monde l'adore, il parle aux écureuils et est resté chef dans le resto du premier. Mais tout s'effondre quand il apprend que son père compte lui rendre visite. Un père terrifiant qu'il a toujours voulu rendre fier, ce qui n'est encore jamais arrivé. Il n'a jamais eu droit au fameux bravo bonhomme de papy. Et pour le rendre fier, Kronk lui a, disons, un peu menti, racontant qu'il a femme, enfant et maison en haut de la colline. Alors, juste avant qu'il arrive, il demande à Pacha de lui prêter sa femme, ses enfants et sa maison en haut de la colline, pour ne pas perdre la face devant lui. Pacha a une meilleure idée, mais le papa débarque, donc sa femme et ses gosses sont bien obligés de jouer le jeu, jusqu'à ce que Pacha revienne déguisé en femme, qu'il fera du coup passer pour sa belle-mère, Pachita. Une belle-mère qui semble d'ailleurs plaire à Papa Kronk. Et puis ça part en vrille totale, parce qu'en fait, Pachita, c'était que l'entrée. L'un des vieux du village, celui jeté par la fenêtre par Kuzco dans le premier, débarque pour lui aussi se faire passer pour sa femme. Puis des enfants se font aussi passer pour sa femme. Après ça, d'autres vieux se font passer pour ses enfants. Et enfin, même Kuzco s'est téléporté jusqu'au village pour... Pour se faire passer pour sa femme, oui. Et là, explosion de fromage. Oui, ça n'a aucun sens, c'est normal. Parce que c'était soirée fondue au resto, et avec tout ce bordel, Kronk n'a même pas su s'occuper de tout, surtout qu'il faisait, dans le même temps, semblant de ne pas bosser là pour encore une fois ne pas décevoir son père qui apparemment n'aime pas quand il cuisine. L'explosion fait tomber les masques, Kronk explique qu'il n'a ni femme, ni enfant, ni même maison sur la colline, il n'est qu'un chef cuistot et un livreur à ses heures perdues, et il n'a rien. Mais non, rétorquent tous ses amis. Il avait la maison sur la colline, il avait même une copine, mais il a préféré faire passer ses amis avant tout. Et sachant que son fils est en fait un mec sympa, même s'il n'a rien et qu'en plus il lui a menti, son papa lui accorde son bravo bonhomme, il y a l'ex de Kronk qui débarque de nulle part, il danse, et c'est fini. Ouais, c'est un peu court, hein. Parce qu'en fait tout ça c'est juste l'histoire au moment présent. Et comme tout mauvais direct ou vidéo qui se respecte mais qui ne respecte donc pas son spectateur, ce petit film de 1h07 tient son statut de long métrage à une addition de petites histoires, dont ici 2 flashbacks. Heureusement, contrairement aux horribles Tarzan et Jane ou à la suite d'Atlantide, ici ce ne sont pas littéralement 3 épisodes d'une série qui ont été collés ensemble, mais c'est un peu tout comme. Parce que quand Kronk reçoit le courrier de son père, il s'effondre dans la cuisine et raconte tout à sa collègue. D'abord, comment il a eu la maison sur la colline. Il est tombé sur Yzma qui a profité de son envie d'avoir une belle maison pour le réenrôler comme bras droit. Utilisant sa proximité avec les vieux du village, elle va leur vendre un élixir de jouvence qui n'est rien d'autre que du jus d'égout. Le tout sur une chanson un peu pétée. Ils vont vite finir accros et vendre tout ce qu'ils possèdent pour s'en procurer plus, devenant tous des vieux crackheads SDF. Oui, parce qu'ils vendent même leur maison de repos qui, quelle coïncidence, se trouve en haut d'une grande colline. Ne voyant pas le problème, Kronk saisit l'opportunité et rachète donc leur emplacement, et se fait construire la plus belle villa du quartier, pendant que ces petits vieux vont dormir sur des cartons tout en suçant leur élixir radioactif. Mais bien sûr, Kronk va finir enfin par se rendre compte que la potion ne sert à rien et va dénoncer Yzma. Parce que c'est un bon gars. Une Yzma qui, dans le même temps, était en campagne pour se faire élire empereuse à la place de l'empereur, parce que oui, apparemment ça peut se faire démocratiquement maintenant. Vraiment, pour ça c'est comme le premier, faut pas trop se poser de questions. Ok, ça n'a pas vraiment de sens, mais surtout, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas vraiment un élixir de jeunesse? Parce qu'elle en est capable.
Si elle peut transformer quelqu'un en lama, elle peut soigner quelques vieilles articulations et atténuer des rides. Enfin, quoique, si c'était le cas, elle le testerait peut-être d'abord sur elle. Ouais. Mais le film n'en a rien à cirer, alors je vais pas me prendre la tête, moi, hein. Bref, Kronk la dénonce, tous les vieux sont fâchés et veulent la balancer d'un pont, mais elle utilise sa dernière potion, celle qui la rend invulnérable, et se transforme en petit lapin tout mignon. Apparemment intouchable par les vieux qui la trouvent maintenant adorable, mais l'oiseau qui passait par là la trouvait surtout très appétissante. Et oui, c'est ça la fin de Yzma. Ah, bah je vous dis, ils font aucun effort. Kronk rend sa villa aux vieux, et voilà l'histoire de comment Kronk a eu une maison sur la colline, et puis en fait non, qui se termine sur cette vanne que j'ai seulement compris en revoyant le film maintenant, mais qui a dû passer au-dessus de la tête de tous les enfants du monde. Don't cry for me, Margentina. C'est en fait une ref à la comédie musicale Evita. Une ref qu'ils auraient pu éviter. Non mais vous voyez, ça me met à leur niveau, c'est terrible. Tout ça, c'est sûrement des refs à destination des parents. Mais je vois pas beaucoup d'adultes mater un film comme ça. Ok, on passe à la suite, la femme maintenant. Et là, autant le segment est un peu plus long, autant le résumé va être plus court parce que c'est tellement vide. Alors c'est Kronk qui est chef scout, et son équipe participe à une compétition qu'ils ont déjà gagnée 2 fois de suite. Il rencontre la chef de l'équipe adverse, le courant passe visiblement très bien entre les deux, mais puisqu'ils sont censés être concurrents, la guerre est déclarée. Ils poussent leurs gosses à tout donner, ça devient hyper toxique, tout le monde est à bout, et finalement, un soir, les deux se retrouvent et se rendent compte que l'amour, c'est mieux que la guerre, et ils font un pain au raisin. Des pains au raisin. Oui, bah, ok. Ils font des pains au raisin. D'accord. C'est une étrange façon d'expliquer ce qu'ils font, mais effectivement, oui, ils se pétrissent bien les miches. Et le lendemain, c'est le dernier jour de compète, la dernière épreuve, et ils arrivent tous les deux main dans la main, disant que finalement, on s'en fout de qui gagne, le plus important, c'est de s'amuser, et ils leur font bouffer leur pain au raisin. Et faut vous enlever la métaphore précédente de la tête, parce que sinon, c'est dégueulasse et illégal. Sauf que le petit Tipo, le fils de Pacha, il veut bien faire, et il était pas là à la distribution des pains ce matin. Ce qui aurait peut-être dû alerter Kronk, je sais pas. T'as des gamins qui sont sous ta responsabilité, il y en a un qui vient pas au petit-déj, tu te demandes pas où il est. Hein? Non mais faut le comprendre aussi, le pauvre, il a fait des pains au raisin toute la nuit. Évidemment qu'il est fatigué. Et donc Tipo, il sait pas que le fair play est de retour. Il a toujours en tête qu'ils doivent tout faire pour gagner, donc il triche. Il met de la poudre qui gratte dans la magnésie et l'équipe adverse se casse la figure. La copine de Kronk est logiquement pas contente, mais Kronk prend la responsabilité pour protéger le petit, et voilà comment Kronk a trouvé et perdu l'amour en quelques heures. Et nous revoilà donc au point de départ, avec Kronk qui n'a plus rien et son père qui arrive. Et excusez-moi, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne ici. Déjà, le film emprunte énormément à l'original. Et je suis très sympa d'utiliser le terme emprunté, parce qu'en vrai, c'est plutôt de la copie, et une copie qui n'a en plus pas compris ce qu'elle copiait. Prenons l'ouverture. On a de nouveau le texte, puis la musique, et puis, après l'explosion, le fameux « Oui, ça, c'est moi, Kronk ». Ça reprend presque exactement le début du 1, sauf qu'ici, ça marche pas. Parce que dans le 1, on tombait sur un lama qui parle, et qui nous annonçait en plus être empereur. Alors fatalement, ça attise la curiosité. Ici, c'est Kronk. On le connaît, Kronk. Et oui, d'accord, on se demande un peu comment il en est arrivé à être couvert de fromage, mais c'est pas non plus le hook du siècle, quoi. Et le problème, c'est que c'est comme ça pour quasiment chaque clin d'œil au premier film. Et il y en a un paquet! Parce qu'après ça, on enchaîne avec une chanson qui parle de notre héros du jour, là ça passe. C'est déjà un peu plus frais puisqu'on parle d'un mec que tout le monde adore, donc le ton est très différent comparé à la chanson de Kuzco qui était, je le rappelle, un connard. Et en parlant du loup, c'est lui qui vient interrompre la chanson pour nous dire qu'il ne sera pas dans le film. D'accord, bon, je pense que Gollum n'est pas dans le film non plus, pourtant je vois pas Andy Serkis venir nous casser les couilles. Les gros joufflus veulent le précieux, mais nous ne laisserons pas nous le voler, non. Ok, j'ai rien dit. Mais ça permet de refaire le même genre de scène que dans le premier, c'est juste à ça que ça sert, on commence à comprendre la DA. Ah mais c'est parce qu'il est producteur en fait, bah oui, bah du coup il fait ce qu'il veut, pigé. Après la chanson, il y a une petite scène avec Pacha, puis il reçoit la lettre de son père, il panique, imagine un plan comme Yzma à l'époque pour tuer Kuzco, lui il veut s'enfuir à l'aide d'une petite cuillère, sauf qu'il n'y a plus de petite cuillère donc le plan tombe à l'eau. Il débat avec ses anges et démons d'épaule pour faire comme dans le premier, il débite tout à sa collègue, on se lance dans les flashbacks, et voilà, le reste, je vous en ai déjà parlé. Non, vraiment, narrativement, le film est d'une pauvreté absolue. Alors, il essaye de se raccrocher à ce qu'il peut.
Des personnages qui ne faisaient que passer dans le premier prennent une grande importance ici, comme le vieux jeté par la fenêtre ou le fils de Pacha, et entre deux rappels du premier, comme ce passage qui n'a ici aucun sens, le film se permet d'envoyer des références culturelles à tout va, comme le lauréat, ce qui m'a pas mal étonné, ou le Seigneur des Anneaux donc, La Belle et le Clochard, ou encore Pulp Fiction, ou un autre film de danse avec Travolta, et Michael Jackson, parce que pourquoi putain de pas? Mais revenons 2 secondes sur les scènes piquées au premier parce que wow, j'avais pas fini. Non mais sérieux, la photo de bébé, encore, le levier, encore, la petite attraction, encore, et cette fois-ci avec la musique des poupées de Disney. Cusco qui arrête l'histoire pour dessiner sur l'écran, encore. De l'humour sur son physique, encore. Ah, et son ange et son démon d'épaule, ça faisait tellement longtemps, et ils reviennent même pas 5 minutes plus tard, parce que les scénaristes n'ont aucune autre idée pour faire évoluer Kronk. Et puis 10 minutes après, c'est au tour de Tipo d'en avoir, et la scène d'après, c'est le retour de ceux de Kronk. Je dis pas que c'est répétitif, hein. C'est juste pas inspiré pour un sou, c'est ultra paresseux, et c'est répétitif. On continue dans les refs, encore un Tout va bien. Je n'ai rien. des anges et démons pour Kronk, puis encore Tipo, c'est infernal. Et pour couronner le tout, un Cusco qui débarque avec son meilleur supplément destruction du 4e mur. Vous avez vu comment j'arrive à taper l'incruste? Je suis fatigué. Mais est-ce qu'au moins, Kronk est drôle? Dis-moi que le film a au moins ça. Alors oui, mais... Mais c'est comme tous les spin-offs sur des personnages marrants, généralement ça fonctionne pas aussi bien. Genre Joey, c'est notoirement assez nul comparé à Friends, parce que tant Joey que Kronk ont besoin de la dynamique de groupe, d'être juste la petite cerise sur le gâteau. Un peu d'épices dans un plat, ça relève le tout, ça ajoute quelque chose. Mais si vous prenez une cuillère d'épices, croyez-moi, ça passe beaucoup moins bien. C'est comme le pain au raisin. Le pain au raisin, c'est bon parce qu'il y a un petit peu de raisin, par-ci par-là. Si c'était 90% de raisin, ce serait beaucoup moins bon. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors oui, sur papier, le film Kronk, ça devait être banco. Mais on se retrouve devant une pâle copie de la narration du premier, découpée en 3 parties, le tout sur un film de moins d'1h10 qui se résout comme un épisode de télé. Ouais, c'est une grosse déception. Mais la semaine prochaine, on va élever le niveau, parce qu'on va parler d'un film que j'ai découvert pour l'occasion, et c'est peu dire que je m'attendais absolument pas à ce que le film prenne cette direction. On parlera de Brimsby et le secret de Nîmes, et rien n'aurait pu me préparer à ce que veut dire Nîmes. Allez, découvrez des films, restez curieux, ciao.